Merci d'être avec nous ce matin avant de parler de ce PLFSS, ce projet de loi de financement de la sécurité sociale qui a été examiné hier dans un climat assez tendu avec la ministre. On va en parler. Un mot sur l'actualité, ces manifestations étudiantes hier pour protester contre la précarité après l'immolation d'un étudiant. Il y a quelques jours, les grilles du ministère de l'enseignement supérieur ont notamment été enfoncées à Paris. Est-ce que vous êtes inquiet de ce climat ? Oui, inquiet, mais d'abord, il faut condamner toute sorte de violence. C'est pas avec en dégradant des bâtiments publics, en s'attaquant au ministère, en cassant du matériel qu'on va faire avancer les choses. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la situation de nombreux étudiants est précaire. Et donc, il faut se pencher sur le dossier. Il faut que la ministre prenne ce dossier à bras-le-corps, que des réunions puissent se tenir pour regarder, faire des propositions. Mais encore une fois, c'est pas avec la violence qu'on doit résoudre ces problèmes. Mais quand même, la violence est un symptôme. Vous dites attention, ça peut dégénérer. Oui, parce qu'on le voit maintenant dans beaucoup de manifestations. Les manifestations, c'est un droit qu'il faut préserver, le droit de pouvoir s'exprimer, manifester. Mais ces manifestations doivent se faire en bonne intelligence et sans passer à des actes qui sont condamnables et qui vont pas rendre service à ceux qui veulent porter un message. Allez, autre sujet hier, c'est cette interdiction des listes communautaristes importées par Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, justement, et Xavier Bertrand, qui étaient reçus hier par Christophe Castaner, Laurent Nunez et Nicole Belloubet pour parler de l'interdiction de ces listes communautaires. Le patron des sénateurs Les Républicains, Bruno Retailleau, était au micro de Fanny Conquis à l'issue de cette rencontre et il a mis en garde contre le parti de l'impossibilisme. On l'écoute. Je ne vois pas en quoi les trois principes que je rappelle, de la laïcité, de la souveraineté nationale et de la démocratie, seraient anticonstitutionnels. Ils sont tirés précisément de la Constitution. Alors j'attends qu'on me démontre l'inverse. Mais comme d'habitude, ceux qui veulent rien faire, que rien ne bouge, vont dire non, non, c'est pas possible. Le parti de l'impossibilisme, c'est sans doute le premier parti de France aujourd'hui. Mais moi, je pense qu'on ne peut plus attendre. Il faut agir et je pense, comme Xavier Bertrand d'ailleurs, qu'il vaut mieux agir avant plutôt que d'agir après. Michel Savin, vous reprendriez ces mots de Bruno Retailleau. Le parti de l'impossibilisme est sans doute le premier parti de France. Non, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a un phénomène qui est très inquiétant et qui est réel. Donc on ne peut pas rester sans réagir. Je pense que c'est un problème majeur. Il faut, comme le dit Bruno Retailleau, prendre des dispositions et prendre des actes qui soient forts. On ne peut pas aujourd'hui laisser l'islamisme se propager et investir des listes électorales, se présenter sur des listes électorales. C'est pas compatible avec la République et avec la laïcité et la démocratie. Donc vous êtes favorable à l'interdiction? Bien sûr, on peut pas chaque fois fermer les yeux et puis un jour se réveiller en craignant au loup. Non, Bruno Retailleau a tout à fait raison de poser ce problème sur la table. Il est réel. On ne peut pas se cacher. Et donc, il faut que le ministre de l'Intérieur puisse prendre les dispositions nécessaires pour y faire face. Et vous pensez que c'est possible, c'est constitutionnel je crois que d'abord, il faut faire un constat. On fait le constat que ça existe. Maintenant, il faut qu'on travaille avec les services de l'État, et nous, je pense que Bruno Retailleau l'a dit, nous sommes prêts à travailler avec le gouvernement pour trouver des solutions. Mais ce n'est pas en mettant le problème sous le tapis qu'on va avancer. Donc, si on fait le constat comme quoi c'est réel et que c'est dangereux pour la démocratie, il faut qu'on trouve des solutions. Bruno Retailleau a des propositions à faire. Il faut que le ministre de l'Intérieur l'écoute. Allez, on va passer à cet examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il a débuté hier après-midi dans l'hémicycle du Sénat. On en parle avec notre journaliste parlementaire Quentin Calmet. Bonjour Quentin. Bonjour Ariane, bonjour Michel Savin. Bonjour. Et l'examen de ce PLFSS a donc commencé hier après-midi et dès le début, une passe d'armes entre sénateurs et gouvernement. C'est ça, début du marathon budgétaire pour un mois au Sénat et déjà le ton qui monte en séance. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale a été renvoyé en commission hier. Une manière pour les sénateurs de signifier leur mécontentement sur ce texte. Plusieurs sources de mécontentement, à vrai dire, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale tel que présenté par le gouvernement, mais une en particulier est source d'indignation sur les bancs de la droite comme de la gauche. Avant-hier, dans le JDD, la ministre de la Santé a donné des pistes pour la réforme de l'hôpital public, dans un contexte, on le sait, de forte mobilisation des personnels de l'hôpital. Et dans le JDD, donc, elle donne des sources, elle donne des pistes pour cette réforme.
Et donc ces annonces, selon les sénateurs, cela va rendre caduc le texte examiné en ce moment même dans l'hémicycle du Sénat. Écoutez Jean-Marie Van Lerenberghe, il est rapporteur général du budget. À quoi sert le Parlement? À quoi sert? À quoi sert le débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui est en cours, dont nous allons ouvrir la discussion aujourd'hui au Sénat, si tout se passe en dehors de cette enceinte? Voilà, à noter que le sénateur a été applaudi sur les bancs de la droite comme sur ceux de la gauche. Certains sénateurs communistes ont même parlé d'un budget insincère. D'autres sur Twitter ont demandé dans quelle autre démocratie le Parlement est-il traité ainsi. Cela devient une déplorable attitude, a tweeté le vice-président LR du Sénat, Philippe Dallier. C'est donc une question de respect du Parlement. Écoutez Alain Milon à ce sujet, le président de la Commission des affaires sociales. À trop vouloir se passer du Parlement et des corps intermédiaires, le gouvernement va se trouver bien seul face aux mouvements sociaux en cours ou à venir. Un face-à-face dangereux au risque des mouvements de la rue qui peut conduire à la paralysie et à l'abandon des réformes, mais peut-être pire encore. Voilà, je ne vous le cache pas, sur le banc des ministres, on faisait grise mine pendant ce temps-là. Agnès Buzyn a regretté le fait que cette motion ait été déposée. Écoutez-la. Je comprends l'impatience et la difficulté de discuter d'un texte sans que l'ensemble des mesures envisagées n'aient pu être annoncées. Il en va de la clarté et de la sincérité des débats, qui me tient particulièrement à cœur, car plus que tout, je respecte le rôle du Parlement, garant de notre démocratie sociale. La Commission des affaires sociales a adopté une motion de renvoi en commission. Il s'agit d'un acte fort que nous avons entendu. Je crois pourtant que l'hôpital mérite un débat. Voilà, la motion a été adoptée. Ensuite, dans la soirée, la séance a été suspendue pendant plusieurs heures. Une majorité a même refusé de reprendre les débats dans l'hémicycle pendant plusieurs heures. Donc, un début de séance qui donne le ton et la mesure du mécontentement des sénateurs au premier jour de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Merci beaucoup, Quentin, pour ce compte-rendu de séance. Michel Savin, on l'a vu, séance compliquée, mouvementée, ce début d'examen de texte. Est-ce que vous pensez qu'Agnès Buzyn vous a entendu, qu'elle a entendu votre colère et votre mécontentement ? Ce n'est pas la première fois que le gouvernement a cette attitude vis-à-vis du Parlement. Et c'est ce qui est inquiétant. C'est quoi pour vous, un mépris du Parlement, c'est ça ? Je pense que c'est surtout le fait que le gouvernement ne veut pas engager les débats avec le Parlement, ne veut pas entendre le Parlement, et c'est le rôle du Parlement de débattre sur le budget. Et Alain Milon a tout à fait raison. Comment peut-on débattre d'un budget qui va être voté le 19 novembre et des annonces qui vont être faites par la ministre le 20 dont on ne connaît pas les retombées financières. Buzyn ne précise pas ce calendrier. Elle a dit hier que ce qui était dans le budget. Oui, mais dans tous les cas, les annonces seront faites après le vote du budget. Bon, comment peut-on rester crédible vis-à-vis de ce comportement ? Quel rôle joue le Parlement dans cette discussion, en sachant que pertinemment, les annonces qui vont être faites par les ministres auront un impact fort sur le budget. Mais je vous donne un autre exemple sur le respect du Parlement. Ça ne s'est pas passé au Sénat, ça s'est passé à l'Assemblée nationale. Il y a eu quelques jours sur le vote du budget, sur un domaine que je suis particulièrement sur le sport, des députés de toute sensibilité qui ont voté un amendement pour relever la taxe Buffet de 15 millions. Ça a été voté au sein de l'Assemblée nationale. 3 heures après, le ministre du Budget refaisait voter cet amendement et demandait à sa majorité de voter contre. Ça a été le cas, donc cet amendement a été rejeté 3 heures après. Quel respect par rapport au Parlement, par rapport des députés qui avaient débattu, qui avaient présenté leur projet, qui avaient voté, qui avaient obtenu gain de cause. 3 heures après, le ministre attendu qu'il y ait beaucoup moins de parlementaires au sein de l'hémicycle pour revenir sur cette décision. C'est ne pas respecter le Parlement, les députés et les sénateurs.
Alors, là, du coup, hier soir, les travaux ont quand même repris, après de longues discussions. L'examen s'est poursuivi, et notamment sur la question de la compensation des mesures gilets jaunes à la sécurité sociale, puisque dans le projet de loi de financement initial, l'État ne compensait pas ces mesures, l'exonération des heures supplémentaires, l'abaissement du taux de CSG pour une partie des retraités. Et là, le Sénat, forcément, a voté l'inverse du gouvernement, disant que l'État devait compenser ces mesures à la sécurité sociale. Mais du coup, qui les finance, ces mesures? C'est la dette, le déficit? Encore une fois, le gouvernement avait annoncé à l'époque de ces annonces qu'il prendrait sur des réductions des dépenses. Au fil du temps, c'est devenu une augmentation de la dette. Nous, ce qu'on demande, c'est que c'est bien le gouvernement qui a pris ces dispositions. C'est bien le gouvernement qui a annoncé ces nouvelles mesures qui étaient suite aux manifestations des Gilets jaunes et suite aux discussions qu'il y a eu entre les différents partenaires. Aujourd'hui, vu que ces décisions sont liées à des mesures nouvelles prises par l'État, c'est l'État qui doit prendre en charge et non le budget de la Sécu qui vient encore une fois être en déficit, et on reporte encore des déficits qui sont importants, ce qui est quand même très dangereux demain sur même la pérennité de notre système. Donc il faut. Et vous pensez que là-dessus, Agnès Buzyn va vous entendre une fois que le texte sera de retour à l'Assemblée, cette mesure sera balayée? Notre rôle, c'est de l'alerter, de lui dire c'est pas possible de continuer dans ce système. On peut pas continuer l'État à faire des grandes annonces et dans l'incapacité de pouvoir trouver des financements pour payer les annonces qui ont été faites. C'est une question de responsabilité. On est dans des collectivités, on a l'obligation d'équilibrer nos budgets, aussi bien dans les communes, les départements, les régions hautes. L'État ne donne pas une bonne image et ne donne pas un exemple à suivre au reste des collectivités. De faire des annonces et dans l'incapacité de pouvoir les financer, c'est un vrai problème. Alors, on parlait de cette crise des hôpitaux, puisque le problème, c'est que ce projet de loi de financement de la sécurité sociale se tient en pleine crise des hôpitaux. Vous l'avez dit, Agnès Buzyn doit faire des annonces. Qu'est-ce que vous attendez, vous, comme annonce pour régler cette crise, alors qu'il y a une grande manifestation demain? Je pense que les attentes, elles sont nombreuses. On voit bien qu'on a des vrais problèmes sur la qualité des services, notamment en termes de moyens. On voit que les services sont complètement saturés. Nous avons dans notre région rencontré les professionnels qui nous ont alertés sur le problème des urgences, qui sont en situation de rupture, le problème de la formation, les problèmes de la revalorisation aussi des salaires de certains métiers. Donc on voit bien que c'est un tout qui doit être travaillé. C'est un enjeu majeur aussi pour l'ensemble de nos concitoyens, parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, le système français est un des meilleurs au monde. Il faut le préserver, le conserver, l'améliorer, mais surtout donner les moyens à ceux qui aujourd'hui amènent ces soins, qui travaillent, qui font un travail fantastique dans des conditions des fois parfois difficiles, leur donner les moyens de le faire dans de très bonnes conditions. Il y a des problèmes d'organisation aussi du temps de travail. Donc tout ça doit être, je pense que les partenaires ont tous ces sujets sur la table. On attend les propositions qui vont être faites par la ministre et j'espère qu'ils répondront au moins partiellement à l'attente de ces personnels. Allez, le Sénat qui a aussi souhaité mettre la réforme des retraites au cœur de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. Avant de vous entendre sur ce sujet, on va se rendre dans une rédaction locale. C'est le principe de cette émission. Aujourd'hui, direction Tours, retrouver nos partenaires de la Nouvelle République. Bonjour Mathieu Le Gall. Merci d'être avec nous, journaliste à la Nouvelle République. On va parler des retraites puisque Jean-Paul Delevoye est en plein Tour de France. Après Metz, Amiens, Pau, le haut commissaire à la réforme des retraites sera à Poitiers, chez vous. Ce sera le 21 novembre pour un exercice de pédagogie sur cette réforme des retraites. Et Mathieu, il répondra aux questions des lecteurs de la Nouvelle République et de Centre Presse. C'est ce que vous annoncez aujourd'hui dans vos éditions. Oui, Oriane, Jean-Paul Delevoye, ancien ministre, ancien sénateur du Pas-de-Calais, a repris son bâton de pèlerin. On le sait, le haut-commissaire a travaillé pendant plusieurs mois sur le futur système universel de retraite. On en connaît désormais les contours et c'est un changement majeur qui est proposé aux Français. D'où la nécessité d'aller répondre aux nombreuses interrogations, aux inquiétudes sur le terrain. Et les questions des Français sont déjà très nombreuses. Avec cette réforme, chacun veut savoir s'il sera perdant ou gagnant. Et cette rencontre avec les Poitevins, elle a d'autant plus d'importance qu'on le sait, le climat social est tendu. Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que le chemin du pèlerin Delevoye est semé d'embûches. D'abord, ces rencontres avec les Français nous ramènent aux tentatives de l'exécutif d'endiguer la crise des Gilets jaunes il y a un an. Emmanuel Macron s'était lui aussi déplacé sur le terrain dans l'espoir de renouer le dialogue avec une frange du pays qui se sent mise à l'écart. Ensuite, il y a la journée de mobilisation du 5 décembre contre la réforme des retraites. Et cette journée, c'est un véritable test pour l'exécutif. Or, on sait déjà que le Front syndical s'est élargi.
La CGT Cheminots, premier syndicat de la SNCF, a rejoint l'UNSA Ferroviaire, Sudrail et Force ouvrière. Et en plus de tout ça, il y a une certaine cacophonie, dissonance entre Jean-Paul Delevoye et le gouvernement sur l'entrée en vigueur de cette réforme. Oui, c'est cette fameuse clause du grand-père. Confronté à la pression de la rue, le gouvernement pourrait-il l'activer pour reculer l'entrée en vigueur de la réforme ? Jean-Paul Delevoye avait exprimé un peu vite son opposition à cette clause qui ajouterait un 43e système de retraite aux 42 qui existent déjà. Un coup de fil d'Édouard Philippe plus tard et l'État parle d'une seule voix. Le débat est ouvert, rien n'est tranché. Alors concrètement, Mathieu Le Gall, message pour vos lecteurs, les lecteurs de la Nouvelle République et de Centre Presse. Comment on fait pour poser ces questions à Jean-Paul Delevoye et participer à ce débat le 21 novembre ? Oui, vous avez raison, Oriane, revenons à l'essentiel. La Nouvelle République et Centre Presse proposent à leurs lecteurs de rencontrer le haut-commissaire aux retraites le 21 novembre à Poitiers. Au programme des ateliers thématiques et un échange direct avec Jean-Paul Delevoye. Alors, quel que soit votre âge, votre statut, que vous ayez un emploi ou non, que vous soyez retraité ou non, rendez-vous sur les sites internet de la Nouvelle République et de Centre Presse pour vous inscrire. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, Jean-Paul Delevoye répondra à quelques questions posées par les internautes. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup, Mathieu Le Gall. On suivra tout ça le 21 novembre. On va voir vos deux unes, celle de Centre Presse. Autoliv, la CFDT veut limiter la casse. Le syndicat qui veut réduire l'impact du plan social annoncé, qui pourrait se traduire par la suppression de 110 emplois. Et puis à la une de la Nouvelle République, eh bien, c'est cette triste anniversaire des attentats du 13 novembre. Les victimes attendent le procès du 13 novembre. Merci beaucoup, Mathieu Le Gall, d'avoir été en direct avec nous. Depuis Tours, on va revenir à ce sujet, cette réforme des retraites. Michel Savin, est-ce que vous pensez que la pédagogie, ce Tour de France qu'essaye de faire Jean-Paul Delevoye, eh bien, ça sera suffisant pour faire accepter cette réforme ? Je ne sais pas si ça sera suffisant, mais c'est nécessaire de le faire. Il faut surtout que le gouvernement ait une ligne et qu'elle se tienne à cette ligne. Parce qu'on le voit bien, et le reportage le démontre, qu'il y a un peu de la cacophonie. Il y a des annonces qui sont faites, on revient sur ces annonces, on sent que le gouvernement aujourd'hui veut faire un pas en avant, deux pas en arrière. C'est notre système qui aujourd'hui est en péril. Donc on voit bien que les dépenses sont en augmentation, les recettes sont à la baisse, c'est l'effet du baby-boom. Donc il faut être... On est tous conscients que ce système ne peut pas continuer s'il n'y a pas de grandes réformes. Donc voilà, notre groupe fait des propositions, notamment sur le porter l'âge de la retraite à 64 ans. Ouais, c'est ce qui a été introduit par votre groupe, par la Commission des Affaires sociales, repousser l'âge de départ à la retraite à 64 ans. À l'horizon de 2025. C'est la bonne solution pour vous ? Oui, de toute façon... C'est la seule solution de repousser l'âge de départ ? C'est pas la seule solution. Il faut travailler sur les régimes spéciaux. Il ne faut pas reporter ce problème infiniment. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, c'est bien un problème sur la globalité. Vous dites qu'il faudra repousser l'âge de départ. Il faut repousser l'âge de départ. Mais regardez ce qui se passait il y a 20 ou 30 ans. Les gens commençaient à travailler à 18, 19 ans, 20 ans, et travailler jusqu'à plus de 60 ans. Aujourd'hui, c'est un constat. La prise de travail se fait beaucoup plus tard, 25, 28, 25, 26, 27, 28 ans, avec les études et autres. Donc, le temps de la cotisation est beaucoup plus court. Donc, il faut allonger ce temps de travail pour permettre, pour encore une fois, sauver ce système de retraite qui, encore une fois, a quand même fait aussi partie de l'ADN de notre République et qui, aujourd'hui, est quelque chose qu'il faut qu'on défende à bout de bras. Vous pensez que le gouvernement pourra aller jusqu'au bout sur la réforme qu'il souhaite mettre en place ? Il faut qu'il aille jusqu'au bout. Il ne peut pas faire marche arrière. Encore une fois, l'enjeu est très important et là, on ne peut pas jouer petit bras sur ce dossier. Allez, on va parler d'un autre sujet, c'est le sport, puisque vous allez porter des amendements dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale sur la question du sport, notamment pour faciliter la pratique, faciliter l'accès au sport, et il est question de ne plus rendre le certificat médical obligatoire. Oui, mais pour tout le monde, pour tous les participants, bien sûr les jeunes, mais aussi les adultes. Alors, on fait une exception pour les fédérations et les compétitions qui sont à risque, et là, on laisse la main aux fédérations pour bien cibler quelles sont les compétitions, les sports qui sont à risque et qui nécessitent, eux, un certificat médical. Donc, et pour les autres, c'est sur c'est la personne qui fera une déclaration pour déclarer si elle est bien apte à pratiquer le sport. Aujourd'hui, il faut assouplir les choses. Je pense que toutes les fédérations sont partantes sur cette proposition. On va la soumettre. On verra quelle en sera l'issue au niveau du débat. Mais vous avez un doute sur ce que va faire le gouvernement ? Vous avez eu des
garanties. Vous en Non, avez j'ai parlé pas de avec la ministre garantie, des j'ai pas Sports. de garantie, mais le bon sens voudrait que cet amendement soit voté parce qu'il va dans le sens de l'évolution de la pratique du sport, d'inciter les gens à mieux pratiquer le sport. Encore une fois, il n'est pas pour toutes les compétitions parce que bien sûr qu'il y a des sports qui sont à risque et sur cela, il faut qu'il y ait une garantie d'avoir que le pratiquant ait la possibilité, la garantie de pouvoir le pratiquer dans de bonnes conditions. Est-ce que pour élargir la pratique de l'activité physique, selon vous, il faudrait une activité physique sur ordonnance ? Oui, on avait proposé d'expérimenter à l'échelle d'une région cette mesure parce que chaque fois qu'on essaye d'avancer cette solution, on nous met en avant le coût que ça peut représenter au niveau de la sécurité sociale. Il est indéniable qu'il y aura un coût sur la première année. D'abord, il faut qu'on puisse mesurer sur 3 ou 4 ans les effets qu'aurait ce dispositif, aussi bien sur le plan économique, mais surtout sur le plan de la santé. Et tous les médecins... Est-ce que ça éviterait les coûts des maladies qui sont engendrées par la non-pratique de l'activité physique ? Ça a engendré une économie sur ce sens-là, mais une deuxième économie, c'est que les patients qui doivent subir des traitements, si les praticiens, les médecins leur demandent plutôt de pratiquer l'activité physique et sportive au lieu de prendre des médicaments, c'est aussi une économie au niveau de la sécurité sur le remboursement des médicaments. Donc, on propose une expérimentation à l'échelle d'une région pour mesurer les bienfaits aussi bien en termes d'économique qu'en termes de santé sur ce dispositif. Et puis, si on s'aperçoit que c'est un dispositif qui est positif, de l'étendre à l'ensemble du pays. Allez, on va passer à votre revue de presse, monsieur le sénateur. Et vous allez voir qu'il est aussi question de sport. On va voir ça avec Quentin Calmet qui revient. Et Quentin, on commence avec Presse Océan. Alors, c'est pas dans l'Isère, voilà. Mais il est question de sport. Tout à fait, ça va prolonger le débat que vous étiez en train d'avoir en ce moment sur le plateau, sur la question du certificat médical, la fin de son obligation. C'est effectivement la question très concernante qui fait la une de Presse Océan, car il y a le débat dans l'hémicycle, mais il y a le débat aussi pour les parents d'élèves qui s'interrogent entre l'opportunité d'avoir comme cela une forme de surveillance de la santé de leur enfant et d'autres qui trouvent que, eh bien, effectivement, ce certificat médical est contraignant. Donc on voit ce débat dans Presse Océan. Presse Océan qui revient aussi sur les aspects plus sénatoriaux, législatifs, avec l'explication de ce que voudrait faire la commission des affaires sociales dans le journal. Allez, on va revenir en Isère avec le Dauphiné libéré. Voilà, le Dauphiné libéré qui revient sur une information qui date du mois de septembre, de la fin septembre, et l'incendie de la mairie. On a appris hier que cet incendie avait été revendiqué. Vous le voyez, ça fait la une du Dauphiné libéré dans son édition de Grenoble. Une revendication prise au sérieux d'un site libertaire qui a revendiqué cet incendie, prise au sérieux par le procureur de la République. Un incendie de l'hôtel de ville le 30 septembre qui fait suite à une autre série d'incendies. On voit plusieurs photos et effectivement toute une série de bâtiments qui ont été incendiés comme ça depuis 2017, que ce soit les locaux de France Bleu Isère ou encore l'église Saint-Jacques en janvier dernier, ou encore des bâtiments de l'entreprise Eiffage ou celui d'un centre de culture scientifique. Toute une série d'incendies comme ça qui inquiètent effectivement en Isère. Et Quentin, on va terminer avec placegrenette.fr, l'inauguration d'un institut de formation des personnels de santé, c'était hier. Voilà, on nous dit que cet institut était attendu de longue date, 10 000 mètres carrés, d'un nouveau bâtiment pour accueillir effectivement un institut de formation commun au CHU et à l'Université de Grenoble. Et donc on le voit, cette inauguration très attendue a eu lieu hier, comme on le voit sur cette photo. Merci beaucoup Quentin. Une réaction, monsieur le sénateur, à cette revue de presse, peut-être sur cet incendie de la mairie de Grenoble qu'on a appris. Oui, c'est un incendie qui fait suite, comme vous l'avez rappelé, de plusieurs autres actes de malveillance qui ont ciblé des équipements très variés, une radio, France Bleu, des équipements culturels, une église, une école. On peut que dénoncer ces actes qui attaquent la démocratie. Et je pense qu'il faut qu'on soit intraitable en termes de sanctions sur ceux qui commettent ces actes, parce que, encore une fois, on ne peut pas laisser dans notre pays des personnes s'attaquer, encore une fois, à des bâtiments qui servent la démocratie, qui servent le bien commun. Lorsqu'on s'attaque à une école, à un lieu culturel, à une radio, mais c'est la liberté de la presse, c'est le fait de pouvoir, dans les lieux culturels et les écoles, nos enfants y participent, c'est la vie de la société.
Donc il faut vraiment j'espère que rapidement les auteurs seront connus et qu'ils seront lourdement sanctionnés. Un mot sur ce qui s'est passé dans votre région lundi, ce tremblement de terre qui a touché la Drôme et l'Ardèche à proximité de centrales, celle du Tricastin, celle de Cruas dans l'Ardèche. Est-ce qu'il faut s'inquiéter sur la sécurité de ces centrales nucléaires ? Je pense qu'il faut surtout être très vigilant et que toutes les mesures ont été prises pour vérifier si ce séisme a eu une incidence sur les bâtiments de cette centrale. Et on sait que cette centrale et ces équipements sont situés sur des territoires qui sont répertoriés pour être des territoires qui peuvent avoir des séismes. Donc, je pense que là, d'abord, la construction a été faite en prenant en compte ce phénomène, mais il faut être vigilant. Et je pense que l'arrêt qui a été déclenché rapidement va permettre à tous les techniciens de vérifier l'état des bâtiments. Eh bien, merci beaucoup. Merci Michel.